Virginia Marcus est l'une des principales figures de la lutte antispéciste en Suisse. Après avoir participé à de nombreuses actions directes radicales, elle a aujourd'hui créé un sanctuaire dans lequel elle accueille des animaux rescapés. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents moyens dont disposent les antispécistes pour faire entendre leur voix et celle des animaux. Est-ce que le caillassage de boucherie est contre-productif? Comment aider les éleveurs à se reconvertir? Quel rôle jouent les sanctuaires dans ce panel de méthodes? Voilà quelques questions qu'on se pose aujourd'hui avec Virginia Marcus. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Virginia et bienvenue dans le podcast. Salut Shaiman, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et puis comment t'en es venu à t'intéresser à tous ces sujets. D'accord, alors j'aime rappeler qu'à la base je suis juste un être humain, même je suis un mammifère. et la vie a fait que j'ai cohabité avec des animaux depuis toujours. Donc assez rapidement, j'ai développé une affinité avec eux et ça m'a paru vraiment légitime et nécessaire en fait d'être à leur côté pour porter leur voix en société, partout où on refuse de l'entendre, quoi. Donc évidemment, ça passe par nos assiettes aussi. Et donc voilà, la lutte antispéciste, même si j'aime pas forcément la nommer comme telle aujourd'hui, elle est importante parce que elle nous permet de nous repositionner en tant qu'humains sur Terre. Et pour moi, en fait, c'était ça qui importait. Donc, pour porter la voix des animaux, je suis passée par différents types de méthodes, mais notamment des enquêtes, notamment des actions directes, oui, des blocages d'abattoirs, des libérations d'animaux. Et puis les enquêtes en caméra cachée dans les abattoirs et les élevages aussi, pour en écrire des livres et intervenir dans les médias. Voilà, en gros, c'était ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, de fil en aiguille, j'ai voulu me spécialiser dans l'ouverture de ce sanctuaire qui accueille actuellement une quarantaine d'animaux de différentes espèces, mais essentiellement des animaux qu'on mange habituellement, donc des moutons, des vaches, des cochons, des chèvres, des lapins. Et l'une des missions principales de ce lieu, c'est notamment évidemment d'accueillir ces animaux et leur permettre de vivre une vie la plus digne possible, mais aussi d'accompagner les éleveurs qui le souhaitent à se reconvertir vers des filières qui seraient éthiques et respectueuses de l'ensemble du vivant, quoi, autant des animaux que de la terre. Et puis justement, tu parlais du fait que tu avais fait un peu une enquête où tu étais allé interroger différentes personnes justement sur ces sujets. À quelque part, quels sont les gens que tu as interrogés, dans quelle démarche et puis qu'est-ce que tu en as retiré? Alors en fait, au début, c'était entre 2016 et 2017, j'avais envie de mener une enquête citoyenne en fait sur l'industrie laitière en Suisse. Parce qu'évidemment, les produits laitiers font partie intégrante de notre culture alimentaire et je me suis dit tout le monde est concerné par les produits laitiers, donc autant parler d'antispécisme en enquêtant sur cette filière en premier. Et mon but, c'était vraiment d'aller toquer à toutes les portes de l'élevage à l'assiette. On entend tout le temps cet adage là de l'élevage à l'assiette, et c'était de dire je vais aller rencontrer tous les différents acteurs de la filière à différents échelons pour comprendre comment cette filière fonctionne. Et à partir de là, en faire un livre et aussi des vidéos, comme je le disais, dans des élevages et un abattoir. Le but de cette démarche, c'était vraiment d'informer les gens sur la réalité de cette filière qu'on ne connaît pas en fait, parce que même quand on est résident en Suisse, qu'on fait des études, qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le monde, très souvent on oublie que typiquement pour produire du lait, une vache doit avoir un veau parce que c'est un mammifère, donc comme tous les mammifères, elle doit porter un veau pour avoir du lait. Et donc, ce qui se passe dans la filière, c'est qu'on retire le veau de sa mère pour pouvoir subtiliser son lait. Et rien que ça, c'est une base qui me paraît vraiment importante à rappeler, quoi. Et je me suis dit, je vais partir de cette base-là pour re-questionner l'ensemble de ce système et se demander si c'est vraiment légitime que nous autres êtres humains consommions le lait maternel d'un autre animal. Mais évidemment, dans cette filière, il y a la souffrance animale, mais il y a aussi la souffrance humaine. Donc, le but, c'était d'aller rencontrer les éleveurs, voir comment est-ce qu'eux vivent leur quotidien, comment eux perçoivent ce système. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de souffrance aussi chez eux. Donc, tout ça est intimement lié. Donc après, évidemment, c'était aussi d'aller parler à certains lobbies, à certaines personnes impliquées dans les regroupements paysans, pour pouvoir vraiment comprendre toutes les strates, en fait. Ouais.
Et tu disais qu'une des principales choses que tu en as retirées, c'est notamment le fait que tout le monde un peu met la faute sur les autres à quelque part. Oui, c'est ça, c'est qu'on se jette la balle de la responsabilité. Les consommateurs vont dire oui, mais bon, c'est parce qu'on nous propose des produits laitiers partout qu'on en mange. Les éleveurs vont dire parce que les consommateurs en veulent, nous, on doit produire, etc., etc. Et en fait, tout le monde a une part de responsabilité. Je crois que la base est là. Donc, en tant que consommateur, consommatrice, on doit se poser des bonnes questions. En tant qu'éleveur, éleveuse aussi, et en tant que politicien, on doit pouvoir rediriger les paiements directs différemment, peut-être, plutôt que de subventionner le lait, subventionner la reconversion, par exemple. Donc, tout le monde a sa part de responsabilité à jouer. Ouais. Et justement, souvent, on entend que l'élevage suisse serait le meilleur du monde, serait vraiment exemplaire au niveau des pratiques du bien-être animal. L'élevage français, en général, n'est pas trop mal non plus par les gens qui disent ça. Quel est ton avis, du coup, là-dessus? Alors, je dirais qu'en termes de législation, la Suisse a un pas d'avance par rapport aux conditions de détention des animaux. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que parce que les conditions de détention des animaux sont meilleures qu'ailleurs dans le monde, que les animaux sont épargnés à leur sort, en fait. Ça veut dire que même si, par exemple, en Suisse, on n'a plus de poules en batterie, par exemple, pour les poules pondeuses, ça existe encore en France, mais ça n'existe plus en Suisse, n'empêche qu'il y a encore des poules élevées essentiellement pour leurs œufs et qui sont transformées en bouillon ou en biogaz après 18 mois de ponte. Donc, leur sort est le même. Simplement, les conditions de détention sont un peu meilleures ici, pas dans toutes les filières. Là, je parle des poules pondeuses, par exemple. C'est un peu moins pire en Suisse qu'en France, mais la destinée d'une poule pondeuse, c'est la même. Voilà. Donc, en fait, oui, on a un pas d'avance, mais pour moi, justement, ça doit être un moteur pour aller encore plus loin en Suisse et de se dire, OK, vu qu'on a déjà cette espèce de sensibilité qu'on nomme comme ça, après elle est discutable, pourquoi pas pousser le bouchon un peu plus loin et puis se demander vraiment si on a besoin d'exploiter tous ces animaux pour en tirer profit. Donc voilà, par rapport à la législation, c'est ça que je peux dire. Ouais. Oui, ça, tu t'inscris pas dans une démarche qu'on pourrait appeler welfariste, de juste améliorer les conditions d'exploitation, mais plutôt abolitionniste dans le sens vraiment radicalement arrêter toute exploitation animale. Voilà, c'est ça, c'est vraiment sortir du rapport d'exploitation et partir du principe qu'un animal, il a le droit de vivre, on n'a pas besoin de le faire naître pour en tirer profit, que ce soit pour sa chair, pour son lait, pour ses œufs, pour sa laine. On doit pouvoir se comporter comme des colocataires sur Terre avec eux, en fait, et non plus comme des dominants. Parce qu'on se permet vraiment tout et n'importe quoi avec les animaux sous prétexte qu'ils sont différents de nous. Et ça peut pas tenir d'un point de vue moral, quoi. Donc vraiment l'idée c'est de re-questionner ça et de se dire qu'on peut coexister avec les animaux sans être dans ce rapport où forcément ils doivent être rentables pour qu'on puisse leur donner de l'intérêt, quoi. Et pour finir un petit peu avec l'aspect suisse, récemment il y a eu une votation justement pour abolir l'élevage intensif. Tous les Suisses étaient invités à voter en référendum et qui n'est pas passé. À ton avis, qu'est-ce qui a empêché le fait que cette loi passe et qu'est-ce que ça dit un petit peu de l'état du débat? Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette initiative, c'est que si elle a pu passer en votation, c'est parce que le débat public était mené depuis quelques années en Suisse sur le sujet de la cause animale. Et ça, c'est grâce à toute une panoplie d'outils militants qu'on a utilisés pour faire porter la voix des animaux en société. Donc, si on a pu aboutir à cette initiative populaire, même si elle n'a pas passé, c'est parce qu'un débat a été inscrit avant. Et ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand on parle des méthodes militantes. Mais l'initiative populaire contre l'élevage intensif n'a pas abouti, mais elle a quand même réuni, je crois, un tiers de la population qui était favorable à ce changement. Évidemment, on sait qu'un changement de société prend 1, 2, 3 générations selon les thématiques. Donc, le fait qu'on ait déjà pu se positionner là-dessus aujourd'hui, c'est déjà un pas. Et puis, c'est révélateur du fait qu'il y a une préoccupation sur cette thématique en société. Maintenant, évidemment, beaucoup de personnes ont été influencées par ce discours. Oui, mais en Suisse, c'est déjà mieux qu'ailleurs, donc il vaut mieux préserver l'élevage comme il est aujourd'hui ici. Sinon, on va importer davantage de produits européens, etc. Et en fait, ce discours, malheureusement, il ne favorise pas une vraie remise en question de notre rapport aux autres animaux. Voilà, mais le débat est en route, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, donc finalement, c'est un peu une défaite dans le sens où c'est pas passé, mais le fait même d'avoir pu avoir cette votation montre qu'il y a un vrai débat qui est enclenché et qui a notamment été permis par des actions plus directes qui sont souvent décriées, mais qui ont permis aussi un peu ce débat, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, le fait est que je pense qu'en tant que citoyen, on ne doit pas simplement attendre que le monde politique change. On doit vraiment pouvoir agir au quotidien comme on le peut avec notre pouvoir de consommateur, mais notre pouvoir citoyen tout court. Donc, pour moi, qu'elle est passée ou pas, cette initiative, ça ne va pas m'empêcher de continuer à agir en faveur des animaux et accompagner des éleveurs en reconversion notamment. Et tu disais justement que
les différentes lois et choses qui ont pu être passées ces dernières années avaient aussi pu alourdir quelque part d'un point de vue administratif, etc., les éleveurs. Et dans ton livre, d'ailleurs, tu consacres toute une partie justement à dire que les éleveurs sont une catégorie de victimes à part entière. Ça peut paraître quelque chose d'étonnant, je pense, pour la plupart des gens, quand on sait que justement tu te décris comme antispéciste. Pourquoi est-ce que ça te semble important de parler de ça? Parce que derrière l'étiquette des éleveurs, il y a des êtres humains. Et à la base, beaucoup de ces personnes-là ont choisi de devenir éleveurs ou éleveuses par amour pour les animaux. Et après, évidemment, le système les a engloutis dans une pratique qui leur convient souvent même plus, beaucoup. Et en fait, ce que j'ai envie de montrer par là, c'est que oui, l'administration est très rigoureuse en Suisse. Donc, on va contrôler les éleveurs sur leur manière de détenir les animaux, sur les soins ou pas qu'ils leur donnent, sur tous ces critères-là qui sont contrôlés par la loi. Mais évidemment, ces personnes, c'est des personnes qui travaillent avec la terre, donc elles ne sont pas habituées à cette lourdeur administrative. Et pour beaucoup, c'est une grosse pression que de devoir remplir des classeurs, remplir des fichiers informatiques. Et finalement, c'est du temps à passer là et qui n'est pas dédié aux animaux. Donc beaucoup d'entre eux se plaignent évidemment de cette rigueur administrative parce que en fait, ça vient contrôler leur manière de se comporter avec les animaux. Mais donc ça, c'est la théorie, mais en pratique, en fait, ça vient alourdir la tâche. Et puis d'ailleurs, les contrôles vétérinaires, souvent, s'acharnent à observer ce qui se passe dans l'administratif de l'éleveur. Aussi sur le terrain, il y a des choses qui sont observées, mais c'est presque secondaire. On va d'abord vérifier que tout est bien dans les normes voulues en fait au niveau administratif. On va regarder s'ils ont bien enregistré les animaux à telle date, voilà, plutôt que de vraiment regarder si l'animal qui est là est en bonne santé, quoi. Et à part justement cet aspect administratif, quels autres problèmes pourraient être liés justement au fait d'être éleveur? Alors, les éleveurs souffrent énormément, évidemment, de la pression économique, de la charge de travail. Quand on sait qu'un éleveur, pour la production laitière, va travailler 70-80 heures par semaine pour un salaire misérable qui est essentiellement subventionné. Je veux dire, la filière laitière n'existerait pas sans les paiements directs, qui sont issus de nos impôts notamment. Donc, il y a une pression économique qui est très forte parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a une charge de travail qui est énorme parce qu'on pousse les éleveurs à s'intensifier dans leur pratique, évidemment, parce qu'un petit éleveur de village, aujourd'hui, n'arrive pas à tourner financièrement. Donc, on les pousse à s'intensifier. Donc, c'est énormément de pression, en effet. Et même des éleveurs qui, à la base, partaient d'une bonne intention en élevant très peu d'animaux, finalement, se retrouvent prisonniers de ce système qui est vraiment problématique. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur permettre de voir les choses différemment et peut-être de se re-questionner sur leur travail. Et est-ce que tu penses justement que ça serait possible d'améliorer le sort des animaux dans les élevages en attendant une abolition plus concrète, tout en justement ne complexifiant pas trop la tâche des éleveurs? C'est difficile à dire. En Suisse, on est quand même très attaché à cette rigueur administrative, donc j'ai l'impression que ça va un peu de pair, malheureusement. Mais évidemment, je pense qu'avant une abolition totale de l'exploitation animale, il va falloir une période welfariste, c'est-à-dire une période où on va déjà améliorer les conditions de détention, faire abolir les pires pratiques. Ça, c'est vraiment le travail de L214 en France, par exemple, qui cherche à abolir les pires pratiques. Donc, typiquement, les élevages de poules en cage, la castration à vif des porcelets, ce genre de choses. Ça, c'est ce qui se passe en France. En Suisse, il va falloir qu'on aille encore plus loin. Vu qu'on a un tout petit peu d'avance. Et puis, l'idée, c'est de servir d'exemplarité et puis que ça soit au final viable pour tout le monde, pour que ce soit évidemment une solution à long terme pour les animaux qui cesseraient d'être exploités à terme, mais aussi pour les humains qui travaillent autour. Et donc, une des solutions que toi, tu proposes aussi aux éleveurs, c'est tout l'aspect reconversion. Est-ce que justement, tu pourrais un petit peu parler de ça, de qu'est-ce que tu fais, des différentes personnes peut-être qui ont été aidées par l'association? Alors en fait, l'idée de base, c'est de partir du principe qu'un éleveur qui est en souffrance dans son travail et puis qui n'est plus en accord avec sa conscience puisse créer des solutions qui lui conviennent. Et en fait, moi, je vais intervenir auprès de cette personne pour l'aider à construire un projet qui fasse sens pour lui et qui soit exempt de souffrance animale. Donc en fait, chaque projet est unique. Donc ce qui les rallie en fait ensemble, toutes les personnes qui ont fait cette démarche, c'est qu'en fait, elles ne pouvaient plus envoyer leurs animaux à la boucherie parce qu'elles se sont rappelées qu'en tant qu'enfants, elles considéraient les chèvres, les moutons, les vaches, les cochons comme des amis. Puis qu'après, la vie et le conditionnement dans lequel elles ont été les ont amenées à se détacher de ce ressenti. Mais en fait, il est toujours là. Donc, beaucoup d'éleveurs, tout d'un coup, ne peuvent juste plus charger les animaux vers l'abattoir et ont besoin de changer de voie. Donc, l'idée, c'est de construire un projet qui fasse sens pour eux.
qui n'inclut, enfin voilà, qui ne comporte plus du tout d'exploitation animale dedans. Ouais. Et ça, c'est vraiment un mouvement qui a été initié en Suisse allemande, il faut le dire, avec Hofnar, une association qui a agi déjà auprès de 140 éleveurs, éleveuses en 6 ans, je crois. Donc, c'est vraiment énorme en Suisse allemande ce qui se passe. Puis nous, on a commencé à rejoindre ce mouvement il y a 2 ans ici en Suisse romande. Ok, ouais. Et moi, j'avais été assez impressionné de par la lecture d'un bouquin qui s'appelle Veganosceptic, où c'est un éleveur justement qui essaye de faire un peu cette démarche welfariste en mode on ne va pas abolir l'exploitation mais simplement améliorer les conditions, et qui disait malgré tout quand mes animaux doivent partir à l'abattoir, parfois j'ai des insomnies ou je pleure ou comme ça, et du coup je trouvais ça assez amusant ou triste, je sais pas trop, le fait de se dire justement que cette personne avait écrit tout un livre en fait pour défendre l'aspect welfariste, tout en lui-même à quelque part avouant l'aspect un peu bizarre qu'il y a à bien traiter les animaux pour ensuite les envoyer dans des abattoirs, et quasiment tous les abattoirs sont les mêmes d'ailleurs, donc ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, je connais pas d'éleveur ou éleveuse qui va avec plaisir amener un animal à l'abattoir. J'en ai jamais rencontré. Oui, peut-être un, mais c'était vraiment un psychopathe, honnêtement. C'était une exception, j'ai l'impression. La plupart des éleveurs ne sont pas à l'aise avec ce passage, qui est nécessaire malheureusement dans leur pratique, mais ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et du moment où ils arrivent à se dire « Ok, on peut fonctionner autrement », c'est un soulagement pour leur conscience, vraiment. La plupart du temps, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas transité avant vers une autre profession, parce que ils arrivent enfin à se regarder en face après, en fait. Et beaucoup d'entre eux, quand ils sont en période de reconversion, d'ailleurs, éprouvent une grande culpabilité d'avoir envoyé autant d'animaux à la boucherie. Et quand ils regardent en arrière, c'est difficile à vivre pour eux. Donc ça, c'est vraiment une partie importante de cette transition, c'est d'accepter ce qui s'est passé et puis vraiment d'oser changer à partir de maintenant. Oui, j'imagine aussi pour les éleveurs, mais aussi par exemple les employés d'abattoirs ou comme ça, il doit y avoir aussi au bout d'un moment, à part peut-être justement quelques personnes, comme tu le disais, qui sont vraiment, ça leur fait presque plaisir de faire ça, mais je pense que la plupart doivent aussi s'endurcir à quelque part et ne plus être connectés à une certaine sensibilité, quoi, mettre des sortes d'œillères sur leurs émotions, parce que ça serait trop. Exactement. Et là, il y a vraiment pas mal de témoignages en France, notamment, où il y a un tournus d'intérimaires dans les abattoirs qui est juste monumental. Et il y a beaucoup d'anciens employés qui témoignent de ça et qui disent qu'en fait, sans la drogue et l'alcool, on ne s'en sort pas dans ces milieux, parce qu'on tue toute la journée. Et c'est vraiment difficile de vivre et de se regarder en face quand on tue toute la journée. Et ça, c'est les abattoirs industriels en France. Mais je peux donner un exemple tout à fait concret. L'abattoir de Rolle dans lequel j'avais enquêté, donc dans le canton de Vaud, en 2017. Et bien là, c'est des bouchers de village, un petit abattoir de village. Et ben c'est coup de blanc sur coup de blanc toute la journée, parce que c'est difficile de tenir autrement, je pense. Et je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. Mais l'alcool doit les anesthésier, en fait, d'une certaine façon. Et je dis toujours de manière un peu sordide, mais à l'arrière-boutique de cet abattoir, il y avait des bennes avec les têtes d'animaux et puis des bennes avec des bouteilles de vin blanc. Et c'est très révélateur, je trouve, en fait. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, depuis que tu as lancé un petit peu ça, tu observes une vraie demande de la part des éleveurs de se reconvertir? Parce que on peut aussi se dire que la plupart sont quand même dans une logique de peut-être justification, ou justement vont être contre les améliorations du bien-être animal ou comme ça, par peur de complexification de leur métier. Est-ce que malgré tout, tu observes quand même que de plus en plus d'entre eux font cette démarche justement de vouloir se reconvertir? Oui, de plus en plus. Comme je le dis, en Suisse allemande, il y en a 140 en 6 ans. À l'échelle de la Suisse, c'est énorme, quoi. Ouais. C'est vraiment énorme. Et là, en Suisse romande, une dizaine depuis 1 an et demi qui se questionne, qui fait la démarche de transiter, qui est en cours de transition ou qui a déjà accompli une transition ou qui est parti à la retraite, mais simplement en ayant changé de conscience. Donc oui, de plus en plus d'éleveurs, éleveuses se questionnent. Ça, c'est indéniable. Et en Suisse, on est vraiment très étonné de voir l'ampleur que ça a pris, parce que dans d'autres pays, c'est vraiment très silencieux. En tout cas, beaucoup de pays limitrophes à la Suisse nous demandent comment c'est possible qu'en Suisse, il y ait autant d'éleveurs qui aient fait la transition, ou en tout cas qui se questionnent. Difficile à dire pourquoi, mais en tout cas, c'est réjouissant. Ok. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, parce que quoi de plus concret qu'un éleveur qui arrête, quoi. Et du coup, très concrètement, les éleveurs que tu as pu accompagner, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce qu'ils travaillent dans des trucs proches, ou est-ce qu'ils ont complètement changé de vocation? Il y a tous les cas de figure. Il y a vraiment tous les cas de figure. Comme je dis, il y a aussi les éleveuses qui simplement sont parties à la retraite et qui ont vraiment... D'ailleurs, il y a une éleveuse qui est à la retraite actuellement, Myriam, qui avait vraiment très envie de faire cette transition, mais elle était en fin de carrière. Et elle, par exemple, aujourd'hui, elle passe sa journée à aller
des fois enquêter d'elle-même dans certaines fermes ou aux abords des fermes pour pouvoir faire des dénonciations auprès des vétérinaires cantonales des fois. Enfin, elle est très active maintenant pour la protection animale, quoi. Okay. C'est assez fou. Et puis évidemment, on va parler de Stéphane qui a transformé sa pratique d'élevage en de la boulangerie végétale. Voilà, lui, c'est vraiment celui avec lequel on en parle le plus parce qu'il a envie d'en parler publiquement. Donc, on fait les événements ensemble pour parler de son parcours. Et là, ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on venait de mondes radicalement opposés. Et en fait, on se retrouve maintenant sur plein de valeurs et puis on fait ce travail ensemble d'accompagner d'autres éleveurs dans leur reconversion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des éleveurs qui veulent transiter. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment de l'histoire, je ne sais pas pourquoi exactement, mais où on re-questionne notre rôle en tant qu'humain sur Terre. Et donc, il y a aussi des propriétaires de manèges d'équitation, des laborantins, des laborantines qui font de l'expérimentation animale, toutes ces personnes qui commencent à se questionner. Et donc, je parle d'éleveurs, éleveuses pour simplifier, mais en fait, il y a d'autres corps de métier qui exploitaient des animaux et qui ont décidé de changer. Ou des bouchers qui travaillaient dans des élevages, dans des abattoirs industriels ou pas d'ailleurs, qui ont décidé de changer de métier aussi. Donc, c'est différents corps de métier. Et après, chaque cas de figure est unique. Donc, il y a des personnes qui veulent garder des animaux dans leur ferme et cultiver autre chose à la place, des céréales, des légumes, faire des activités pédagogiques sur place. Et d'autres qui veulent vraiment plus du tout être en lien avec l'agriculture et qui font toute autre chose, quoi. Donc, chaque cas de figure est différent. Ok, excellent. Et est-ce que tu observes parfois de la part justement de ces corps de métier une certaine animosité, des gens qui justement seraient plus en réactance que dans la volonté d'une discussion, ou bien est-ce que justement tu observes plutôt l'inverse? Je trouve que ces 2 dernières années, il y a un vrai changement qui s'est fait. C'est vrai que les premières années où je militais, il y avait énormément de résistance en face de moi. Il y avait beaucoup d'éleveurs et éleveuses qui étaient très fâchés contre moi, qui me méprisaient. Et puis aujourd'hui, c'est très différent. Évidemment, il y en a encore qui me détestent, à mon avis. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je suis une paysanne comme une autre, presque. Et ça facilite le dialogue. Ça facilite vraiment le dialogue. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à se comprendre. Moi, j'arrive à comprendre leur réalité bien mieux, évidemment, maintenant. Et je pense qu'il y a une étape qui est passée. Il y a une étape qui est passée où on essaie de se comprendre dans la réalité qu'on a et puis d'essayer d'avancer ensemble, en fait. Donc, même les éleveurs qui ne veulent pas du tout transiter, finalement, parfois s'arrêtent ici et puis ils viennent discuter un petit moment, quoi. Et puis on échange des idées. Et donc ça, c'est quand même assez précieux. Ouais. Récemment, il y a quelques années, tu as sorti un livre qui s'appelle Désobéir avec amour, dans lequel tu parles de désobéissance civile et des actions plus ou moins radicales qui ont pu être menées, comme vol ou libération d'animaux, sabotage de pièges de sas, caillassage de boucheries, blocage de routes ou diffusion d'images d'abattoirs dans la rue ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de ces actions? Et on entend notamment que beaucoup, surtout en Suisse, le fait que ça serait extrémiste ou bien le fait que ça serait contre-productif. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je pense que dans toutes les luttes sociales, absolument toutes, donc pas que celles qui sont liées aux animaux, on a dû faire appel à une palette d'outils militants, multiples et diverses, pour faire entendre la cause. Et en fait, même les actions les plus clivantes, comme les caillassages de boucherie, par exemple, qui ont fait beaucoup de bruit, ces actions ont permis de cultiver un débat qui était nécessaire. La méthode était critiquée, mais en fait, ça a forcé le débat quand même sur « OK, quelle est la réalité des animaux ?» Et en fait, des actions plus ou moins radicales vont permettre à un discours même plus modéré, des fois, de prendre place en société. Sans les caillassages de boucherie, je suis persuadée qu'on n'aurait pas voté sur l'initiative contre l'élevage intensif l'année passée. Parce qu'en fait, on n'aurait pas eu assez de matière pour parler des animaux, en fait. Donc, je pense que au-delà des méthodes qui peuvent être critiquées, mais ça de tout temps de notre histoire, on a critiqué les suffragettes qui faisaient pareil, elles caillassaient aussi des vitrines, elles ont même fait sauter des bâtiments, les suffragettes à l'époque. Elles étaient très critiquées, même menacées, violentées, etc. Alors qu'en fait, sans elles, on n'aurait pas le droit de vote des femmes. C'est aussi simple que ça. Donc il faut à un moment donné mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et évidemment, moi, je préfère aujourd'hui tenir un sanctuaire et accompagner des éleveurs en reconversion, mais il y a 7-8 ans, il n'y avait pas tellement d'autres choix que de mener des actions un peu confrontantes. Donc moi-même, je n'ai pas caillassé de boucherie, mais j'arrive à comprendre ceux qui l'ont fait. Et typiquement, de bloquer un abattoir, bloquer une route, mener des enquêtes en caméra cachée, etc., c'était très critiqué aussi. Il n'en reste que ces actions ont vraiment permis ce débat qui était urgent et nécessaire. Et ça, on le voit pour toutes les causes. Aujourd'hui, on va critiquer les écolos qui vont se coller les mains sur le bitume, etc. On va toujours dire que la méthode n'est pas la bonne. Mais en fait, ce qui est récurrent surtout,
c'est que peu importe la méthode, il y a des gens qui ne voudront pas entendre le message qu'il y a derrière. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, le message doit passer d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est ça qui est intéressant quand on observe un peu l'histoire de lutte sociale. Voilà, après, évidemment, je ne dis pas qu'il faut mener des actions confrontantes tout le temps. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis, à un moment donné, elles sont nécessaires pour faire parler d'un sujet, puis après, on peut construire. Et en Suisse, on est allé assez vite. Évidemment, dans les résultats, on est encore loin du compte, hein, mais il y a eu une transition assez rapide entre les actions confrontantes, le débat public, ensuite le débat politique, et maintenant l'accompagnement des éleveurs en reconversion, la création des sanctuaires. C'est comme si on allait assez vite, en fait, dans les solutions concrètes. Et ça, je trouve super, quoi. Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a moins peut-être ce genre d'action qu'auparavant. Bah oui, mais comme je dis, tout a un temps, en fait. Hein. Et puis, vu qu'on a pu assez vite parler de ce sujet en politique en Suisse, peut-être qu'il y a moins besoin aujourd'hui, en fait, d'utiliser ces actions-là. Et peut-être qu'on veut mettre davantage d'énergie sur des solutions concrètes, de construction d'un monde différent, en fait. Après, je ne dis pas, hein, peut-être que ce sera de nouveau nécessaire à un moment donné que des militants se positionnent. Je juge pas ça. Mais je vois qu'en tout cas, il y a un dialogue qui a été possible ici avec le monde politique et le monde paysan, ce qui n'est pas le cas en France, hein, pour l'instant, par exemple. C'est encore très difficile, ou en Belgique. Donc ça, ça, c'est ses avantages, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Désobéir avec amour, ce livre que j'avais écrit, à la base, ce n'était pas que pour défendre les actions choc, hein, c'était juste pour les contextualiser. C'est-à-dire, bah voilà, ces actions ont permis ce débat public et de tout temps, on a dû faire appel à des outils plus ou moins radicaux pour faire entendre la voix de quelqu'un, quoi. Là, c'est les animaux en l'occurrence. Puis l'idée que j'explique dans ce livre, c'est que tous les outils militants sont complémentaires les uns aux autres. Et il y a autant de militants que de méthodes militantes. En fait, chacun doit trouver sa propre manière de faire. Moi, je déteste tenir des stands. Je suis complètement mal à l'aise avec la tenue de stands. Je suis super heureuse qu'il y en a qui sachent le faire. Tu vois, on est tous et toutes complémentaires. Par contre, j'avais pas peur d'ouvrir des élevages et des abattoirs. Ça me posait pas de problème, alors que d'autres pourrait pas le faire. C'est pour ça que je dis on est complémentaires. Il n'y a pas une méthode qui est complètement naze et une méthode qui est complètement parfaite. Ça n'existe pas. Ouais. Oui, on voit, même au-delà de la lutte antispéciste, hein, beaucoup de militants qui vont un peu se bagarrer entre eux pour savoir quelle est la bonne méthode, etc. Et c'est vrai que je pense que d'avoir cette idée un petit peu de prendre l'entièreté des moyens d'action peut permettre beaucoup de choses parce que, comme tu le disais, c'est aussi une histoire de tout d'un coup, on va faire quelque chose qui va être jugé radical. Et donc, ça va permettre aussi que les choses jugées moins radicales soient beaucoup plus facilement entendues que s'il y aurait eu que ces choses jugées pas tellement radicales. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en France. Il y a eu des caillassages de boucheries qui ont fait énormément de bruit dans les médias et ça a permis à L214 d'être invité sur des plateaux pour parler de la cause. Donc, voilà, ça va ensemble. Et pour moi, il n'y a pas une seule et unique méthode qui permettra de changer le monde. Sinon, on aurait déjà tout changé. En fait, ça n'existe pas, la méthode parfaite, ça n'existe pas. Tout ça, ça va ensemble. Moi, j'ai eu la naïveté d'un temps de croire que c'était la désobéissance civile qui allait tout révolutionner. Hein. J'ai aussi cru ça. J'ai vite compris que non, mais que ça contribuait en fait au panel existant. Et évidemment, aujourd'hui, je vois bien, c'est tous ces outils mis ensemble. Ben voilà, il y en a qui vont donner des cours de cuisine, d'autres qui vont faire du lobbying politique, d'autres qui tiennent des stands, d'autres qui créent des sanctuaires. Tout ça, ça va ensemble. Et on ne devrait pas avoir la prétention d'avoir la seule et unique méthode, ça c'est clair. Ouais. Et finalement, toutes ces actions, elles ont quand même un but très politique, peut-être amener les gens à devenir eux-mêmes véganes ou antispécistes, mais aussi à créer des changements justement plus politiques pour amener ça de façon plus globale, et justement avec comme but à terme de complètement abolir l'exploitation animale. Et du coup, avec ça, vient une question, c'est du coup tous les gens qui vont dire, mais finalement, est-ce que... Enfin, moi, je mange la viande, je mange ce que je veux, je consomme ce que je veux, c'est mon choix personnel. Est-ce que vraiment la politique ou des antispécistes doivent m'imposer notre mode de vie? Moi, je vous laisse manger vos graines, laissez-moi manger mon steak, quoi. Ouais, ça, c'est un discours qui revient tout le temps. En fait, c'est pour ça que, personnellement, je ne m'engage pas dans une lutte pour le véganisme. Le véganisme, c'est un choix. C'est un choix politique, c'est un choix moral que des humains font. Et c'est très bien, c'est très très bien. Personnellement, je pense que la lutte antispéciste a une autre portée, justement, elle a une portée politique où on se repositionne en société auprès des animaux et on leur redonne une juste place en société, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être des biens marchands. C'est pour ça que la stratégie politique est différente. Je pense qu'on doit aujourd'hui changer notre législation et on doit changer notre rapport aux autres pour les inclure en fait, dans la législation et dire qu'ils ont les mêmes droits fondamentaux que nous,
Et c'est à nous de nous repositionner par rapport à ça. C'est pas que de devenir vegan, la clé. Hein. Ça, c'est une conséquence logique de l'antispécisme. Mais l'antispécisme, c'est vraiment déjà donner des droits fondamentaux à des animaux qui sont doués de sensibilité. Et donc, c'est une approche qui est complètement différente. Et donc, l'argument de « je fais ce que je veux, je mange ce que je veux », eh ben non, parce que la liberté de manger ce qu'on veut ou celui qu'on veut, elle a un impact direct sur quelqu'un d'autre, en fait. Donc, on ne peut pas parler de liberté totale, en fait, là. Et si on veut vraiment faire évoluer les choses, on doit se questionner là-dessus, sur notre liberté à nous. Mais notre liberté à nous, si elle a un impact direct sur la vie des autres, eh ben, elle est à questionner, je pense. C'est pour ça qu'on ne parle pas de choix personnel. C'est pas le véganisme ou le carnisme comme un choix personnel. C'est un rapport différent en société des humains vis-à-vis des animaux. Ouais, donc c'est complètement différent. Tu vois, on pourrait pas entendre un discours du type je fais ce que je veux, je bats ma femme, c'est ma femme, mêlez-vous pas de ça, c'est mon choix personnel. Non, il y a une question politique. Mais il y a quelques dizaines d'années, on pouvait l'entendre. Exactement. Il y avait des discours qui disaient ça reste du privé, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Et c'est pour ça que l'antispécisme a des liens directs avec le féminisme ou la lutte antiraciste, etc. Parce que, en fait, du moment où ça a un impact sur quelqu'un et ça a un impact politique, parce qu'on sait que ce qui se passe dans la maison, c'est politique aussi au final, bah aujourd'hui, on ne pourrait plus entendre ce discours. D'ailleurs, quand un homme frappe sa femme et dit c'est ma vie privée, ne vous en mêlez pas, mais une horde de militantes qui vont se positionner aujourd'hui, et même des hommes aussi, parce que c'est plus audible. Donc vis-à-vis des animaux, un jour, on en sera au même stade, je le souhaite. En tout cas, ouais. Et donc, comme tu le disais, le fait voilà, que tu doives t'occuper du sanctuaire, etc., bah, justement, tu te décris presque maintenant comme une paysanne. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui te dirait ah bah finalement, voilà, t'es une éleveuse comme une autre, quoi. Qu'est-ce qui est différent? Et je pense que beaucoup de gens s'imaginent, en fait, je dis ça parce que beaucoup de gens s'imaginent le véganisme, l'antispécisme comme le fait de se couper complètement des animaux, de ne plus avoir de rapport avec eux. Parfois, d'ailleurs, on entend ah, mais ça veut dire que vous voulez faire disparaître les vaches ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu répondrais à tout ça, justement Alors, il y a différents courants dans l'antispécisme. Donc, évidemment, il y a des courants qui sont pour la création de sanctuaires et la création de liens avec les animaux, d'autres qui disent que non. Bref, donc là, je ne peux pas me positionner pour le mouvement antispéciste. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que, à la différence des éleveurs et éleveuses, là, je ne fais pas de reproduction avec les animaux. Je ne les fais pas se reproduire. Ils sont le plus libres possible. Ils viennent demander des câlins quand ils en ont envie. Il n'y a pas de pression. Et je ne leur demande rien, en fait. Ils sont juste là. Ils sont qui ils sont. On a des échanges affectueux quand ils le demandent, mais il n'y a pas, voilà, c'est pas une exigence non plus. Il y a des animaux qui sont très introvertis. Ils ont le droit d'être là quand même s'ils ne produisent rien. Pas de lait, pas d'œufs, pas de chair. Et au final, ils vont jamais partir à l'abattoir simplement au moment où j'en aurais plus envie de vivre avec eux, quoi. Donc, contrairement à l'élevage, ça n'a vraiment rien à voir. Et le but, c'est de construire avec eux selon leurs besoins fondamentaux, ici, au maximum. Après, bah voilà, on reste dans un espace limité, donc je dois poser des clôtures, je dois faire repousser l'herbe dans certains parcs, etc. C'est pas ce que je préfère faire. Mais j'essaie de leur donner la vie la plus libre et digne possible en fonction de leurs besoins, pas en fonction de ce qu'ils peuvent m'apporter, tu vois. Et alors que dans l'élevage, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on va construire des exploitations qui vont permettre à l'éleveur de se faciliter la tâche pour tirer le plus de profit possible sur la chair ou le lait ou les œufs d'un animal. Donc c'est vraiment un tout autre rapport. Par contre, mon rythme quotidien, je pense qu'il est très similaire à celui d'un éleveur. Évidemment, je me lève, je pense aux mêmes horaires, je me couche aux mêmes horaires. J'ai la même charge de travail physique aussi, la même logistique à anticiper avec les commandes de nourriture, de litière et tout ça. Donc mon quotidien est très proche de celui d'un éleveur ou d'une éleveuse, mais la finalité du rapport avec les animaux est radicalement différente. Ouais, c'est drôle parce que du coup, j'imagine que tu dois te retrouver dans les mêmes magasins, les mêmes trucs. Ouais, c'est ça, et c'est toujours drôle d'ailleurs. Ouais. Quand je vais dans ces magasins-là, c'est assez épique. Ouais. Et je pense que les sanctuaires, de toute façon, ont cette force-là que de donner aux animaux la possibilité d'être leur propre porte-parole, quoi. Donc oui, il y a des véganes ou des personnes antispécistes qui sont défavorables à la création de sanctuaires parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas sauver assez d'animaux et puis que c'est très gourmand financièrement, la tenue d'un lieu comme ça, ce qui est le cas. Sauf que ces lieux-là permettent à combien d'êtres humains de se re-questionner. Parce que quand tu viens rencontrer Kamti qui est ici, par exemple, un mouton, eh ben, ta vie, elle peut changer du tout au tout. Parce que cette rencontre va te permettre de comprendre que c'est un individu qui a un caractère, une personnalité, qui peut créer un lien avec toi comme un chien pourrait le faire. Eh ben,
cette rencontre va avoir un impact très fort sur les humains, beaucoup plus qu'un débat politique ou médiatique. Et donc, les sanctuaires ont cette force-là, que de permettre des rencontres qui changent complètement le monde intérieur de quelqu'un. Ils permettent aux animaux d'être leur propre porte-parole, comme je le dis, parce que nous, on peut parler pour eux, mais évidemment, lui, Capti, il va venir te dire encore autre chose dans ce qu'il a à transmettre. Et puis, évidemment, il y a tout ce qu'on disait avec la reconversion des éleveurs. Donc, un éleveur qui arrête et qui vient voir au sanctuaire comment ça se passe de vivre autrement avec les animaux, ça va avoir un impact tellement grand. Et c'est bien de vie animale. Ouais. Donc, c'est vrai que dans l'antispécisme, etc., il y a une vraie question d'allocation des moyens, etc. Toi, tu penses que c'est une relativement bonne allocation des moyens? Oui, mais de nouveau, il ne faut pas qu'il y ait des sanctuaires à tous les coins de rue. Les moyens doivent être répartis. Ça me paraît assez normal. Après, il y a peut-être des... Voilà, je sais pas, même pas si ça vaut la peine d'en parler, mais il y a des méthodes qui sont peut-être plus efficaces à court terme, d'autres efficaces à long terme. Donc, c'est difficile de mesurer à quel point tel ou tel outil devrait recevoir plus ou moins de dons. C'est pas ça. Ouais, et ça permet peut-être justement aux personnes d'imaginer ce que pourrait être une société d'après post-élevage, de voir justement que ça serait pas être coupé totalement des animaux, de la nature, etc. Mais voir que ça pourrait donner quelque chose de... Bah oui, mais de voir comment on sait concrètement de cohabiter avec eux quand on sort du rapport d'exploitation. Lui, il était inapprochable quand il était à l'élevage, hein. Il était super craintif. Et puis là, il vient, il va demander des câlins. Et c'est de montrer ça, c'est de montrer qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils peuvent être qui ils sont, sans qu'il y ait de rapport d'exploitation. Et ça, c'est fort. Moi, je trouve que c'est très, très fort. Évidemment, si on aboutit à une société complètement antispéciste, il y a des races d'animaux qui vont disparaître. Et ça, heureusement. Je préfère le dire tout de suite. Heureusement qu'il n'y aurait plus, par exemple, de poulets d'engraissement ou de poules pondeuses, des races qu'on a sélectionnées aujourd'hui, parce que c'est des animaux qui vivent dans un corps de souffrance, tout le temps. Donc, à quoi bon, en fait, les garder dans des hangars fermés pour la production et se vanter de dire qu'au moins, comme ça, la race est pérennisée? C'est ridicule. C'est des animaux qui souffrent tout du long. Et donc, peut-être qu'on reviendrait à des races plus rustiques, entre guillemets, qui survivent mieux seules dans la nature aussi. Et là, je trouve qu'on serait vraiment plus respectueux, quoi. Et c'est vrai que dans les figures peut-être antispécistes, des personnes qui organisent vraiment le débat, etc., il peut y avoir un côté très théorique d'argumentation, etc., de pourquoi est-ce que le spécisme n'est pas... pourquoi l'espèce n'est pas un critère pertinent, etc., mais de façon très philosophique, à quelque part de philosophie morale, etc. Justement, qu'est-ce que tu penses que ce genre de lieu peut apporter de différent peut-être par rapport à ça? Est-ce que tu observes un rapport plus émotionnel justement aux animaux, ce genre de choses? Alors oui, le rapport émotionnel, puis juste l'expérience concrète, parce que c'est bien joli de parler d'égalité interespèces, mais quand on la voit pas de ses propres yeux, c'est peut-être difficile de s'en rendre compte. Là, quand on passe du temps avec un mouton et qu'on se rend compte qu'en fait, on peut tisser exactement le même genre de lien qu'avec un chien, et ben ça devient vraiment concret. On sort de la théorie. On peut faire pareil avec une vache, avec un cochon, une chèvre. Et là, les gens qui s'en rendent compte par eux-mêmes, ça crée, tu vois, quelque chose, oui, d'émotionnel, ça va toucher le cœur des gens. Et du coup, je pense que leur changement interne va être plus durable que si seulement ils ont lu un livre ou seulement vu une vidéo, etc. Parce qu'ils vont faire une expérience sensorielle qui est différente. Et tu vois, on parlait de législation tout à l'heure, ou du fait que les personnes se disent « Ah, mais non, c'est mon choix personnel de manger de la viande ». Par exemple, en société, aujourd'hui, on ne pourrait jamais... accorder du crédit à quelqu'un qui dit c'est mon choix de taper mon chien parce que c'est mon chien et ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, ça choque tout le monde, ça. Et bien finalement, pourquoi on a le droit de couper la queue à un mouton? Parce que typiquement, les moutons ici, ils ont eu la queue coupée à l'élevage. C'est une mutilation. Et on le fait. Et c'est autorisé par la loi. Tu vois. Et donc, c'est une manière de montrer que le spécisme n'a pas de raisonnement moral. En fait, on ne peut pas justifier ça comme ça, tu vois. Juste parce que l'espèce est différente, alors que pourquoi, en fait? Ils ont une individualité, on peut créer le même genre de lien, ou pas, hein, il y en a qui n'ont pas envie, mais... Enfin voilà, c'est hyper important de se questionner là-dessus, je trouve. Et les sanctuaires permettent ça. Et combien de fois il y a des gens qui viennent ici qui sont très réfractaires à la question, antispécistes, et qui viennent juste parce que le copain, la copine a envie de venir à une visite, ils font ce genre d'expérience, ces gens où il y a tout d'un coup un mouton qui vient se frotter pour demander un câlin, une chèvre qui va le pousser parce qu'elle est jalouse pour prendre sa place, ça c'est très possible aussi. En fait, qui voient ça de leurs propres yeux, ça les chamboule, quoi. Et il y a des gens, des fois, qui sont restés à côté d'un mouton, d'un cochon pendant super longtemps, presque à pleurer, quoi, et à se rendre compte de « Oh mon Dieu, c'est lui l'agneau que j'ai sacrifié l'année passée à Pâques, quoi. » Tu vois.
Et Parce qu'il y a aussi toute une technique mise en place par les lobbies, etc., de déconnecter l'aliment avec l'individu qu'il y a derrière. Et exactement, ouais. aussi le fait, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on mange la viande qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, Ouais, quoi, avec des émotions, une individualité, une personnalité, des émotions. Et voilà. Et là, on a Bagdad qui vient de montrer que quand elle veut des câlins, elle fait comme les chiens, elle vient se frotter, elle donne la patte. J'ai rien demandé, hein, elle fait ça toute seule. Parce que voilà, c'est sa manière de montrer qu'elle a de l'affection à donner, à recevoir. Et du coup, pour passer aux questions de fin que je pose à tous les invités et toutes les invitées, la première, donc, c'est quelle est ton utopie? Si tu devais t'imaginer une sorte de futur parfait, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Quelle société aimerais-tu voir? Eh ben, moi, j'aimerais une société où les animaux sont entendus pour qui ils sont et pas pour ce qu'ils nous rapportent. Et une société où on peut cohabiter avec eux comme des colocataires et non plus comme des exploitants ou des dominants. Parce qu'on a énormément de choses à apprendre sur les animaux. C'est fondamental qu'ils nous enseignent, en fait, l'humilité. Et pour ça, il faut vraiment faire cette expérience-là. Donc, je rêve d'un monde où, oui, on peut regagner en humilité en tant qu'être humain et où on peut leur redonner une place qui est juste. Ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est pour conclure ce que je vais dire, notamment dans le 3e livre, que je suis en train d'écrire, qui va paraître en janvier aux éditions Bayard. Voilà. Fantastique. Ouais. Et justement, si les gens veulent aller un peu plus loin, découvrir ce que tu fais, est-ce que tu aimerais les renvoyer à quelque part de particulier? Oui, alors on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, et puis le site internet, c'est donc asso-coexister.ch, et là, il y a toutes les infos. Et aussi la personnalité, les portraits des animaux qui vivent ici, notamment. Fantastique. Et finalement, la dernière question de fin, c'est si tu étais sur une grande scène avec un micro dans les mains et que tu avais l'humanité entière face à toi et que tu pouvais leur passer un message, leur faire un discours de quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je leur dirais plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que là, surtout, on a un mouton entre les deux et c'est assez intéressant. J'aimerais leur dire que, en fait, dans notre cœur, si on fait vraiment cet effort de l'écouter, on sait déjà que notre essence est similaire à celle des autres animaux et que, en fait, si on arrive à revenir à cette essence, on arrivera à revenir à un monde beaucoup, beaucoup plus équitable, en fait, pour toutes et tous, et tout le monde en sortirait gagnant. Même si l'idée, c'est pas de parler de compétitivité, mais je veux dire, tout le monde sortirait gagnant d'un monde en paix, en fait. Oui. Voilà. Fantastique. Merci Virginia. Merci. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.